Bienvenue au balado compagnon de la série À propos d'Antoine, qui a pour but de mettre en lumière les intervenants qui gravitent autour d'Antoine et des personnes qui, comme lui, vivent avec un ou plusieurs handicaps. Ce sont toutes ces personnes, l'entourage dévoué et la ténacité de tous ces jeunes qui leur permettent de s'accomplir chaque jour. Aujourd'hui, nous recevons Ginette Boulanger, mère d'un enfant adulte autiste, pour discuter de sa réalité de parent et des similitudes qu'elle a vues dans la série. Ginette, bonjour. Bonjour, Patricia. Moi, ça me fait rire quand on dit d'un enfant adulte autiste. Pendant longtemps, on avait l'impression que les autistes, ça vieillissait pas, que c'était seulement des enfants. Toute la population adulte était oubliée. À partir de 21 ans, d'ailleurs, c'est toujours le cas, on n'a pas de service. Ouais. Ou très peu. Mais toi, est-ce que tu dis que c'est ton enfant? Est-ce que tu le traites comme un enfant ou comme un adulte? C'est selon. Bon, on va? Disons qu'il aime Sesame Street, mais il écoute du heavy metal. OK. Donc, ça se voyage entre les deux. On va apprendre un peu à découvrir Michael, parce que c'est son nom. Michael, 38 ans. C'est ça. Et tu as un autre enfant plus vieux, hein? Qui est plus vieux. Il a 2 ans et demi de plus. OK. Mon fils aîné a des particularités. Il a eu un diagnostic de dysphasie à l'époque. Mais lorsque je regarde son cheminement, il a beaucoup de traits autistiques avec les qualités qui vont avec. C'est une petite calculatrice ambulante. On lui donne une date d'anniversaire, il est capable de dire si c'est un lundi ou un mardi. Ah, ça, c'est un peu paulude. Un peu, oui. C'est une espèce de petit paulude à sa manière, d'ailleurs, oui. Okay. La comparaison est bonne. Bon, on va parler de Michael. Parle-moi un petit peu de la petite enfance. Donc, avec ton mari, Gilles, avec qui tu es toujours, d'ailleurs. Bravo. Mais ça sera un autre balado, tout aussi intéressant. Comment faire survivre un couple. Avec ou sans enfants handicapés. Exactement. Mais ça, par contre, je vais en reparler un peu plus tard. Michael arrive au monde. Vous avez déjà le plus vieux. À quel moment tu commences à réaliser qu'il y a des petites différences? C'était difficile à vraiment évaluer parce que, justement, le plus vieux a une dysphasie. Au début, c'était un retard de langage qu'il a fini par rattraper. OK. Donc, on dirait qu'il a été piqué avec un gramophone. Il parle tout le temps, mon plus vieux, mais présentement. Mais avant, les mots étaient difficiles, peu de langage, mais une belle présence quand même, très affectueux. Comment il s'appelle? Donc, c'est Jonathan. Jonathan. C'est très ça. bien. On rit un petit peu de lui parce qu'il est arrivé un petit peu en retard dans la grossesse. On a dit « jaune à temps ». Ah! Il nous a fait attendre un peu, mais pas plus que ça. OK. Donc, si Michael a des retards de langage au début, vous vous inquiétez pas trop? Non. En plus, il faut ajouter que mon mari, en étant météorologue, se promenait à travers le Québec. Donc, on s'est rencontrés à Chibougamau, on s'est mariés, on est allé vivre à Coudjouac pendant 2 ans environ. Retour dans le sud, à Maniwaki, où j'ai accouché. Michael il y avait 3 mondes. Il n'y avait même pas une semaine qu'on déménageait à Sherbrooke. OK. À Sherbrooke, à 9 mois environ, on a déménagé à Val-d'Or. Puis ensuite, on s'est retrouvés à Iqaluit. OK. Ça aussi, ça serait un balado fort intéressant. Tous ces déménagements-là, parce que c'est quelque chose. Ouais. C'est ça. Mais les enfants suivaient quand même. Ouais. J'ai toujours été une gardienne dans la famille. Je suis l'aînée. Je gardais les enfants des voisins très souvent. J'avais le tour avec les enfants, de m'adapter, de les faire jouer. Mais j'ai pas vu vraiment... Le retard se comprenait parce qu'ils étaient toujours en déplacement. À Iqaluit, Michael était... il parlait des petits mots en anglais, des petits mots en inuktitut aussi, parce qu'il était gardé... J'ai travaillé là-bas, il était gardé par une Inuit. Puis, il disait des petits mots en inuktitut, en anglais. C'était un ramassis plusieurs choses. Et il était quand même très jeune.
lorsqu'on est revenu dans le sud, à Montréal, c'est là où la différence nous a sauté aux yeux. Comme par exemple, si quelqu'un se questionnait, je pense que mon enfant a une différence, comment on pourrait... Tu sais, tous les enfants autistes sont différents, là, mais comment on pourrait donner des petits indices? C'est très étrange à dire, parce que dans le Nord, avec la communauté des Inuits, il était accepté comme il était. Fait qu'il y avait une espèce d'intégration sociale qui était là. Personne ne relevait la différence. Okay. Je veux dire, il faisait partie de la gang, puis il agissait comme la gang. Quand on est retourné dans le Sud, c'était une autre... C'était différent. C'était différent. Il y avait une autre approche d'un peu tout le monde à l'école. Donc, c'était évident. Il y a une différence sociale. Il y a une différence sociale qui a fait transparaître plus ces différences. Dans le Nord, les voitures, je dis, il y avait quoi? Mon mari avait le camion d'Environnement Canada pour se promener jusqu'à la station de météo. Mais c'était rare. Il n'y avait pas beaucoup de véhicules. Ouais. Quand on est retourné dans le Sud, ça a été la fixation. Mon fils voulait les autos. Il se promenait, il allait dans les automobiles des voisins. J'ai ri parce que mon fils Benjamin, à 21 ans, fait encore ça. C'est ça. Il le fait encore. Disons qu'il a une collection d'autos. Oui. Avec lui, on lui dit tu as 2300 autos. Comme ça, ça met un frein parce qu'il en veut toujours plus. Ouais. On négocie avec lui. Si tu veux une automobile, tu nous en donnes 3. Ah oui. Débarrasse-toi-en de 3. Je retiens l'information. Mais donc, faisait une fixation. Donc, ça, c'est un autre symptôme. Ouais. Le langage n'était pas... Il ne parlait pas. OK. Est-ce qu'il est encore non-verbal? Il est toujours non-verbal. On dirait qu'au niveau de l'articulation, il a de la difficulté à prononcer des mots. Certains mots ne passent pas. OK. La communication. Avec son frère, est-ce qu'il y avait des jeux? Avec les pères? Des jeux en parallèle. Je me souviens, les deux étaient petits, avec une maison de Sesame Street et des petits personnages. Le plus vieux jouait d'un côté de la maison qui était ouverte, installée dans le salon, sur la petite table de salon. Un jouait avec les automobiles dans la façade et mon fils, Michael, était avec l'intérieur de la maison. Mais à l'intérieur de la maison, il faisait des reproductions de ce qu'on vivait à la maison. Ah oui. Comme aller se coucher. OK. Mais c'était vraiment pas autiste de représenter, d'avoir une aussi bonne conception, d'avoir un jeu imagique comme ça. Oui, ça, c'est rare. C'est rare. Oui. C'est une belle énigme sur 2 pattes. Ah, écoute, moi, je dis toujours que ces enfants-là sont fascinants. Arrive l'école, à un moment donné? Comment ça se passe? Disons qu'avant l'école, on est allé le faire évaluer. Okay. Fait que là, on a eu le diagnostic. Bon, OK, j'ai eu le diagnostic. Il y a 38 ans, c'était quoi? Parce que c'est plus... C'était pas vraiment un diagnostic. Ce qu'il a eu, c'était une impression diagnostique de retard de langage et de développement apparenté à l'autisme. Ah, moi, tu vois, c'était rendu, il y a 21 ans, il était dans la lignée de l'autisme, mais on ne disait pas encore les choses comme aujourd'hui, dans le spectre de l'autisme. Ouais. C'est ça, mais là, au moins, il y avait le mot... Il y avait un diagnostic. Il y avait un diagnostic avec le mot autisme. OK. Il est autiste. OK. Petite parenthèse. À ce moment-là, comment on réagit? Disons que on s'en doutait. Mon mari est météorologue. Oui, il communicateur. Gilles Brien, on va le nommer. Oui. C'est ça. Il suivait des cours à l'université et son professeur s'appelle Peter Zwack. Ceux qui connaissent Peter Zwack savent que c'est une sommité, si on veut, en autisme au Québec. Donc, on a eu Peter Zwack qui nous a aiguillonnés
vers l'autisme. Disons qu'il a servi de passerelle à accepter la réalité. Puis on a vu son fils aussi, on a vu Jérémy, le fils de Peter. Fait que les connexions se sont faites. On savait qu'il était autiste. Okay. Moi, je peux dire seulement la façon dont je l'ai pris. Oui. À Iqaluit, je travaillais pour le journal francophone des Territoires du Nord-Ouest, parce qu'à ce moment-là, Iqaluit faisait partie des Territoires du Nord-Ouest et n'était pas dans le Nunavik. Fait que j'écrivais, ça allait bien. Fait que là, de retour dans le sud, je dis, bon, ben là, je vais continuer là-dedans. Et arrive le diagnostic, donc c'est fini. J'ai tout arrêté. Au fond, j'ai peut-être pleuré une demi-heure, mais je pleurais sur moi. Sur le choix que j'avais à faire de mettre un X. Puis là, m'a broyé. Donc, ça te touche toujours? Oui. Oui, parce que en tant que maman, tu as eu des deuils à faire. C'est ça. Ouais. C'est ça. Le deuil, tu sais, le deuil, souvent, c'est personnel. D'abord et avant tout, ça vient nous chercher à certains endroits. Ouais. Moi, c'était ça de dire, bon, mais ça, je mets un X là-dessus. Ouais. Je me suis repris depuis, mais au moment où ça s'est passé, il y a eu un deuil à faire. Puis pour le papa, lui? Papa était... Il n'est pas là pour répondre, mais... Donc, papa était très impliqué. Ouais. La plupart comme on avait 2 enfants avec des profils... différents, mais qui demandaient beaucoup de soutien. Mm-hmm. C'est papa qui allait avec Michael faire les évaluations diagnostiques. J'étais à la maison parce que Jonathan était à l'école, donc on ne pouvait pas abandonner comme ça. Puis mon papa était aux études aussi, ce qui lui donnait un horaire plus flexible. Voilà. Mais on s'entend pour dire, et qu'a vécu, que pour un couple, c'est pas facile parce que là, c'est confrontant, tu sais, pour ma part. Et je le dis parce que Mathieu le dit souvent, Mathieu, le papa de Benjamin, que lui a été complètement dépassé. Il s'est repris par la suite, mais moi, j'ai été en action et lui a été quand même un peu spectateur au départ, mais le couple n'a pas survécu. Dans votre cas, vous êtes toujours ensemble? Disons que parce qu'on avait beaucoup voyagé, on avait pris l'habitude, on s'est adapté à un rythme de vie qui n'était pas normal. Oui. Parce que travailler en météorologie veut dire travailler de nuit, de soir. Donc, il y avait des quarts de travail irréguliers. Fait qu'il fallait maintenir l'harmonie là-dedans. Donc, ça jouait en votre faveur. Ça jouait en notre faveur. On était habitués à jouer avec des situations que peu de gens connaissent, finalement. Puis, je sais aussi que l'humour a joué beaucoup dans votre couple. Oui, c'est officiel. On peut pas passer à travers ça en ayant seulement des lunettes noires. Ouais. De temps en temps, des petites lunettes roses. Et, je veux dire, ils sont tellement drôles avec leur façon de voir la vie. Je repense à une folie. Moi, j'appelle ça les foleries de Michael. J'étais seule à la maison avec lui. J'attendais une éducatrice. Oui. Elle m'avait téléphoné. Elle était pour être en retard. Mais j'ai eu un téléphone que je devais prendre. Ouais. Le bureau était au sous-sol. J'étais au sous-sol en train de discuter avec l'autre personne. Mon fils était en haut, en sécurité, mais je discute du problème et j'entends de l'eau qui coule. Fait que je dis, monsieur a décidé de prendre un bain. Fait que je continue de parler, l'eau coule toujours. J'ai dit, non, ça va pas. Excuse-moi, je vais être obligée de te raccrocher au nez. Je vais aller voir qu'est-ce qu'il fait. On venait de rénover notre cuisine. On avait un évier avec la douchette pour laver les légumes. Que monsieur avait décidé de faire pleuvoir dans la cuisine en envoyant l'eau au plafond. Pendant combien de temps? Une quinzaine de minutes peut-être. Mais non, mais ça, c'est pas drôle. Ce qui était drôle, on était en plein hiver. Il avait mis son costume de bain.
une paire de bottes de caoutchouc et une tuque sur la tête. Parce qu'il détestait avoir les cheveux mouillés. Oui. Et là, je le vois trimer comme ça. Puis là, il me regarde, mais ce qu'il voulait dire, mais c'est correct, je ne suis pas mouillée, moi. C'est logique. C'est logique. Une douche. Une douche. Tout ça est tout à fait logique. Oh mon Dieu. Oui, c'est... Et l'éducatrice arrive là-dessus. Mais, je veux dire, rire. On était crampés en deux à rire comme des fous. C'est drôle parce que ça me fait penser beaucoup à la série à propos d'Antoine, où il y a beaucoup d'humour, où il y a beaucoup de moments comme ça que tu dis, c'est surréaliste. C'est vrai, hein? Ça, tu l'as reconnu, je peux pas croire. C'est mon quotidien. Oui, j'ai entendu une histoire là, d'un cellulaire dans un mur. Oui, c'était plus un téléphone. C'était pas un cellulaire. À l'époque, oui. C'était pas vraiment cellulaire, c'était une horloge. Là, j'ai raconté parfait. Mais c'était la même chose. Mais là, il était fâché après moi. Il était plus vieux, fâché après moi. Il prend l'horloge qui est sur le mur. Puis là, tout d'un coup, je vois, il n'y a plus... il n'y a plus d'horloge. Il n'y a plus d'horloge. Et là, il est non-verbal, mais il dit des petits mots de temps en temps. Je dis, est où l'horloge? Il fait semblant de ne pas voir. Est où l'horloge? 1, 2, 3, 4, 5. Oui. Est où l'horloge? Parce que là, lui, l'horloge, c'était là 1, 2, 3, 4, 5. Oh, oui. Avant d'arriver à 12, comme il n'y avait pas de 12, c'était pouloup. Pouloup. Je dis, OK, elle est où l'horloge? Fait qu'il m'emmène au sous-sol. Le sous-sol était à demi fini. Le plafond, à certains endroits, n'était pas fait. Il avait pris l'horloge, il l'avait glissé entre les murs. J'entendais le tic-tac. J'ai dit, toi, ça va pas. Maman est fâchée. Il avait une peur maladive des bruits de scie électrique, toutes les instruments. C'est vraiment la terreur. Mm-hmm. On comprend aussi, ça fait beaucoup de bruit, mais il y avait quoi, 9 ans? Oui. Là, je lui ai dit, maman est obligée de faire le mur. Tu restes là. Fait qu'il est resté planté à me regarder détruire le mur pour récupérer mon horloge. Fait que c'était très drôle de le voir parce qu'il avait les deux... Les deux, oui, sur les oreilles. Sur les oreilles, mais il bougeait pas. Ah oui, parce qu'il a écouté les consignes. Il a écouté la consigne. Ça, c'est chouette, oui. C'est ça. Mais tu vas-tu le refaire? Non. Oh, tu vois? Il va juste dire, maman est folle, j'étais aussi bien. Je vais pas là. Non. Alors, une fois qu'on accueille ça, qu'on vit des deuils, on se relève les manches et là, on tombe dans l'action. Qu'est-ce qu'on fait? Comme nous avons eu Peter Zwack sur notre chemin et que je viens de Chibougamau, à Chibougamau, si tu veux quelque chose, relève-toi les manches puis va le chercher parce que ça tombe pas du ciel. Ouais. 3 jours après son diagnostic, je faisais partie du CA de Autisme Montréal. Ah oui, hein? C'est ça, en partie. Et tu es toujours là, hein? Là, je suis avec la fédération, mais je suis toujours dans le communautaire. C'est ça. C'est ça. Mais le fait d'être avec au moment du diagnostic, les connaissances en autisme étaient minimes, les services étaient minimes. Si je voulais des informations, il fallait que j'aille les chercher. Quelle meilleure place que d'être là. Avec ma petite expérience en journalisme, j'avais étudié en lettres, c'était vraiment... C'est là où j'allais, d'une façon ou d'une autre. J'ai pu m'occuper du journal de Autisme Montréal, le revamper un peu. Le site Internet. Le site Internet, c'est arrivé plus tard. Ça. Donc, être dans l'action, avoir le maximum d'informations pour aider mon fils et en même temps aider d'autres parents, parce que je voyais d'autres parents qui étaient vraiment démunis. Moi, il y a des gens, des fois, je me dis, mais qu'est-ce qui... Tu sais, je passais mon temps à dire les listes d'attente, le manque de services, le manque d'intervenants. Puis je dis, mais qu'est-ce qu'ils font les gens en Gaspésie? Qu'est-ce qu'ils font les gens? Sont où les services? Puis je me dis aussi, mais qu'est-ce qu'ils font les gens qui sont... Attention, là, je vais dire le mot pauvre, mais on ne parle pas d'argent. Les gens qui n'ont pas la drive de trouver des solutions. Les enfants, finalement, en bout de ligne, n'ont pas tous
les mêmes services parce qu'ils ne sont pas tous entourés de la même façon. Exactement. C'est une réalité avec laquelle on est confronté très, très souvent. Je m'occupe du support, du soutien pour le site Internet, mais aussi pour les parents ou même les éducateurs. J'essaie de diriger les gens vers les ressources. Avec la Fédération québécoise de l'autisme, on fait beaucoup de fiches techniques, comment aller chercher des allocations familiales. Et, maintenant, il y en a des services. Maintenant, il y en a. Il y en a. Il en manque toujours. Et c'est pas fini. Il va toujours en manquer. Le communautaire prend une part active pour aider les familles, mais encore, le financement n'arrive pas toujours. Et avec la crise des employés, ça devient vraiment très difficile de pouvoir aider les gens. Une des choses aussi qu'on a remarqué, c'est des agences qui viennent chercher les éducateurs qui ont un peu d'expérience. Fait que c'est malheureux. Orthophonistes. On nous dit que ces enfants-là, quand ils sont tout petits, là, pas des enfants de 38 ans, mais quand ils sont tout petits, qu'ils sont des petites éponges, c'est là qu'il faut donner le plus de stimulation. Mais on est sur des listes d'attente, on attend. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux parents, justement, pour les aiguiller un peu? Mon Dieu, comme j'ai dit, à la Fédération québécoise de l'autisme, on a fait des guides. Là, je voulais en amener un. On a un guide pour les parents. Ouais. On propose des activités, des choses à faire pour, justement, aider les enfants, mais d'aller chercher surtout de l'aide auprès des autres parents, de voir qu'est-ce que les autres parents ont vécu, comment ils ont pu se dépatouiller, comment ils ont fait progresser. Le fait de pouvoir communiquer soit la détresse, soit les victoires, puis de se faire comprendre sans se faire regarder avec des grands yeux. Tu vas exactement là où je voulais aller. De ne pas s'emmurer, de ne pas se mettre des œillères, puis d'essayer de trouver autour de soi un réseau qui peut te soutenir. C'est ça. C'est correct qu'on soit découragé au début, puis qu'on vive des deuils, mais c'est important d'en parler, puis de trouver des gens autour de nous, de trouver des ressources. C'est ça, de ne pas avoir peur de demander aussi. Ouais. Certains ne demandent pas, peut-être parce qu'ils ne savent pas où aller, où se diriger. Certaines personnes, là, j'ai suivi un micro-programme en père aidance à l'Université de Montréal. Je viens de terminer. J'ai eu un stage auprès des adultes avec des troubles de comportement. Et c'est un monde absolument... je dis, la détresse est là, mais en même temps, j'ai vu tellement de gens qui sont dévoués pour nos enfants, même des cas lourds et graves. Il y a tellement de générosité dans la population qu'il faut bouger, il faut aller chercher. 38 ans, là, c'est sûr qu'on est passé de la petite enfance, mais maintenant, c'est un adulte. Comment vit-il? De quoi vit-il? Que fait-il de ses journées? Comment ça se passe? Disons que une chose que j'ai toujours trouvée triste, c'est de voir des trisomiques de 50 ans qui se promènent avec sa mère qui en a 70. Je regardais ça, j'ai dit non. Je dis ça n'arrivera pas à mon gars. Mon gars est non-verbal, il est très dépendant, il peut pas se débrouiller tout seul. Il est quand même capable de s'affirmer, de dire ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas. Mais c'était pas pour moi. Comme il y a des listes d'attente, présentement, c'est des listes d'attente de quoi? 10 à 12 ans dans la région de Montréal pour pouvoir avoir des résidences pour les adultes. Dans le temps, j'ai dit, j'attendrai pas à la dernière minute. À l'âge de 12 ans, j'ai fait une demande auprès du CRDI, du Centre de réadaptation, pour avoir une place pour mon fils. Il avait 12 ans. Je dis là, ça va bien. Ça peut aller bien très longtemps.
si jamais on a une crise, parce qu'on ne sait jamais que la dynamique familiale va bien, mais il peut arriver des événements hors contrôle et on perd on perd les pédales, tout le monde se rue à gauche et à droite, puis elle est en état d'urgence. J'ai dit non. On veut pas ça. J'en veux pas ça. Au moins, la demande va être faite. Si on a un état d'urgence, au moins la demande est là. J'aurais pas à remplir des papiers, puis à me creuser la tête. C'est en cas de décès de mon mari ou peu importe. On ne sait jamais ce qui nous tombe, ce qui peut nous arriver. C'était fait. Personnellement, j'avais un souhait qu'à 21 ans, il puisse avoir sa place. La disponibilité était là. Il a eu sa place à ses 20 ans. Wow. Il était le premier sur la liste, mais il n'y avait pas de place disponible. On a trouvé une solution alternative. Oui. Il y avait une fondation à Le Pilier, qui est à Laval, qui offre des résidences. Fait qu'une semaine sur 2, durant ses 20 ans, il a pu vivre une semaine à la maison et une semaine en résidence. Mais Direction autonomie. Direction autonomie. Et c'est exactement ce que je voulais. Oui. De ne pas le prendre du jour au lendemain et de l'envoyer dans une résidence. Ça tombait bien. Oui, c'est ça. Moi, j'ai toujours eu, je ne sais pas si c'est ma grand-mère ou des petits anges qui fait tomber les morceaux de casse-tête exactement au bon moment, à la bonne place. OK, on le prend. OK. Donc là, il est présentement... Il est présentement, à ses 21 ans, il a eu sa place. Il a eu une place libérée. Il est là depuis ses 21 ans et ça va très bien. Comment ça se passe, les journées de Michael? Là, c'est le problème. C'est plus mon problème. C'est plus mon problème. Mais non, mais je suis curieuse, parce que c'est moi, il y a 21 ans, là. Je veux savoir. C'est ça. Disons que ça dépend des régions. À Laval, il n'y a pas vraiment de service de données pour les adultes. Il n'y en a aucun. Mais il y a des organismes communautaires. Donc, son temps est partagé entre des activités ou communautaires et à la résidence. À la résidence, c'est une résidence intermédiaire de type familial, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un maximum de 5 personnes qui vivent vraiment dans un milieu familial. Familial, oui. Comme une famille d'accueil. C'est comme une famille d'accueil, voilà. Oui, ça ressemble. Et il occupe ces journées de quelle façon? C'est ça. Comme je suis pas là pour vraiment vérifier, mais la responsable le fait travailler un peu à la maison. Je veux dire, il est tellement grand qu'il est capable de changer toutes les ampoules. Ah oui, oui, c'est un grand gaillard. C'est ça. Et c'était son initiative à la maison. Quand il voyait des ampoules brûlées, parfait. Il allait les changer. OK. Électricien dans l'âme. Dans l'âme. C'est un monsieur qui voit tout, puis s'il peut arranger quelque chose, il le fait. Ce qui fait partie aussi des moments comiques. Aller réparer le pare-choc de l'automobile avec du Band-Aid. Mais ça a du sens quelque part. Ça a du sens. C'est le côté naïf, mais au moins la volonté d'aider. Totalement. Est-ce qu'il a des passions? Lui, c'est les automobiles. Toujours. Toujours. La musique. Son père est musicien aussi, il joue de la musique. Donc, écouter de la musique, une de ses passions quand il vient à la maison les fins de semaine, c'est de regarder des chaînes YouTube avec des mini-autos, des collectionneurs de mini-autos. Oui. Il collectionne des mini-autos. De regarder comment les voitures démarrent. Et d'écouter de la musique, des vidéos. Oui. Ça ressemble tout beaucoup aussi à ce que mon Benjamin fait. Moi, Benjamin, dans les trucs spécifiques qu'il aime, c'est le son des klaxons ou des horns de pointage au hockey dans les arénas. Alors, il va écouter spécifiquement les buts, le bruit que ça fait. OK. Peu importe. Et je pense qu'il pourrait nommer l'aréna associé à ça.
Tu comprends? OK. C'est très intéressant. Hein? Des fois, on peut avoir de bonnes discussions. Je te le dis. Sur un sujet limité, mais... C'est un sujet limité. Oui. C'est là que tu te dis, il aurait pu être non-verbal. Ça, il y a juste les parents qui peuvent avoir de l'humour comme ça, puis dire des choses de même. Et la relation avec son frère, avec Jonathan? C'est les deux grands frères. Un imite l'autre. Les deux vont de pair. C'est comme mon plus vieux aime toujours. All and out. Ah oui. All and out. Mais ça sent bon! Le frisé ou le blond, c'était quoi? Je sais pas. Moi, je suis plus capable. All and out. C'est écouter All and out. Prendre son iPod et remettre 50 fois la même tune de All and out. Aller voir des spectacles de All and Out, même si c'est très bruyant, les autistes qui n'aiment pas. Lui, il y va. OK. C'est ça. Il a vraiment un goût pour la musique des années 80. Oui. Donc, lorsqu'il y a des spectacles de musiciens des années 80, on l'amène. Il est capable de rester assis malgré le bruit et écouter jusqu'à la fin. Ça me fait rire. Qu'est-ce que tu lui souhaiterais pour l'avenir? Bon, qu'il demeure lui-même. Oui. Qu'il soit heureux. Qu'il soit heureux. Donc, la chose à éviter, le pire scénario, c'est les troubles de comportement. Donc, j'ai vu un peu ce que ça donnait avec mon stage. OK. Vraiment proche. Le micro. Mais est-ce qu'il en a? Il n'est pas violent? Non, il ne fait pas de crise? Non. Il réussit à se faire comprendre, mais parfois, c'est fragile. OK. J'ai vu la fragilité chez d'autres personnes autistes qui allaient bien. Ça t'inquiète? C'est toujours une inquiétude. Ça va bien. Okay. On souhaite que ça va bien, mais il faut toujours être vigilant. On ne peut pas dire tout est fini, on a fait notre job, on se fait laver les mains. Puis quand... ça va demeurer. Ben oui, tout à fait. Puis quand on n'est plus là, quand Gilles sera plus là, quand Ginette sera plus là, qu'est-ce qui va arriver? Avec la pandémie nous a amené au moins une certitude. Comme Michael est non-verbal, il était content de nous voir en audio, en Zoom ou autrement. Il était très content de nous voir, mais on ne pouvait pas aller le chercher. Okay. Donc, à toutes les fois qu'il nous voyait, ça le rendait triste. Fait que il y avait des petits problèmes de comportement, de la difficulté à dormir. Il fallait lui expliquer, il fallait qu'à la ressource, on lui explique. Mm-hmm. La même chose avec le téléphone. Si on lui téléphonait, il était content, mais en même temps, ça amenait beaucoup de tristesse. C'est pourquoi qu'on vient pas me chercher. Il fallait qu'on lui répète. Oui. C'est à cause tout le monde est malade. Puis il était vraiment confiné aussi. Il pouvait pas sortir. Il n'y avait plus aucune activité. Donc, on n'a pas eu le choix de ne plus communiquer avec. Pendant des mois de temps. Tu me niaises. Non. Et dans les résidents, dans sa résidence, c'est peut-être celui qui a le mieux traversé. C'est à lui que je pense, c'est à toi. Ben oui. Nous autres, on était là. J'ai même rêvé que ma mère, qui était décédée, allait le chercher pour me le ramener. Oh, ça, c'est moi, là, j'ai un petit cœur qui ça... C'est ça. Mais... il est capable de se passer de nous. Fait que ça vous aura montré ça. C'est ça. Ça nous a prouvé qu'il peut se passer de nous. Il comprend ce que c'est la mort. Mm-hmm. Il y a eu des décès dans la famille. Un de ses oncles est décédé. Ses grands-parents sont décédés. Il sait c'est quoi. Qu'on ne revient plus. Mais il a été capable de passer à travers des mois sans pouvoir sortir, en étant vraiment confiné avec... on n'était plus là, mais il a fait son bout de chemin. Il a fait son bout de chemin. Quand il est sorti, par contre, là... il s'est repris, quoi? Il s'est repris, oui. Mais Ginette, merci pour ce super beau partage. Est-ce que tu aurais...
En terminant, un message, tu sais, toi qui est aussi impliqué beaucoup dans le monde de l'autisme, tu reçois des témoignages, tu parles à des parents. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire? Moi, je dis toujours la même chose. Il faut croire dans le potentiel de nos enfants. Si on ne croit pas en eux, ils ne pourront jamais croire dans leur force à eux aussi. Il faut les écouter, se mettre à leur niveau et les accompagner avec tout notre cœur. Puis quand tu as vu, à propos d'Antoine, la série, tu as ressenti quoi? Youpi! De voir une série qui ne parle pas d'un autiste super génial. Je dis, c'est une réalité qu'on connaît peu. Et c'est de voir aussi la famille, à quel point la famille est unie autour, parce que le fait qu'Antoine soit là modifie tout l'entourage. Et même le petit frère s'implique. Il y a le besoin d'être uni est plus fort. Fait que pour moi, c'est vraiment cet appel à la générosité, de se développer un réseau, de vivre avec ce qui peut être un malheur, peut devenir une belle histoire. Pour moi, c'est ça. Dans l'humour. Dans l'humour. Et dans l'amour. Et dans l'amour, surtout, oui. Merci, Ginette. Merci. Merci. Alors, à propos d'Antoine, disponible sur Club Illico, et Antoine le Merveilleux, disponible sur comedia.tv et Cube. Merci. Merci.